Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Comme titre dans ce journal, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et les membres du gouvernement ont effectué ce mercredi 8 septembre 2021 leur entrée gouvernementale. C'était là le sommaire dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir. Après environ un mois de vacances, c'est l'heure de la reprise pour les membres du gouvernement. Ce mercredi a eu lieu à Kosiam la rentrée gouvernementale avec plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour. Au-delà de cette journée, c'est le dernier trimestre de l'année 2021 qui s'annonce décisif pour le président du Faso et son gouvernement. Les précisions de Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. Après environ un mois de vacances de repos entre griffes, ce mercredi 8 septembre 2021 marque la reprise des activités au niveau gouvernemental. Les défis sont légion pour le dernier trimestre de l'année. Pour cette rentrée, nous avons prévu de faire la situation sanitaire du pays, notamment en ce qui concerne les urgences sanitaires. Comme vous le savez très bien, il y a une épidémie de choléra au Niger et nous avons eu 2 cas que nous avons pu bien contrôler dans l'est du pays. Il y a également des alertes dans la sous-région en ce qui concerne les fièvres hémorragiques. Donc nous sommes en alerte maximum contre ces maladies épidémiques qui pourraient donc rentrer au Burkina. Nos équipes sont sur le terrain et en alerte maximum. Au niveau de la jeunesse, vous savez très bien que aujourd'hui, les préoccupations donc, majeures de la jeunesse, c'est effectivement donc au-delà donc de son éducation, de son encadrement, c'est effectivement voir comment insérer donc cette jeunesse-là dans la production, comment donc renforcer son employabilité et lui donner de l'emploi. Alors donc c'est un défi majeur donc il faut relever, coûte que coûte, aille que aille. Notre pays vient d'adopter le nouveau référentiel de développement, le PNDS2, qui définit en tout cas différents axes en maintenant donc la nécessité de transformer structurellement notre économie, ce qui devrait nous permettre d'augmenter nos capacités de production en termes de produits agricoles, mais aussi en termes de produits manufacturés, pour continuer à faire en sorte que notre pays soit moins dépendant des importations. Il y a le tour du Faso, il y a la préparation des étalons pour la CAN et terminer bien les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a aussi la relecture de l'ensemble des textes d'application de la loi 050. Et voilà les gros chantiers qui nous attendent. De la santé au sport, en passant par la formation, l'employabilité des jeunes, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les autres ministères, de grandes réformes sont annoncées selon le chef du gouvernement. Nous allons travailler aujourd'hui à faire en sorte que dans le dernier trimestre de l'année 2021, nous puissions engager les grandes réformes que le président du Faso a annoncées lors de sa campagne présidentielle et lors de son investiture. Parlant de l'évaluation qui a été faite récemment sur les actions menées par les différents ministres, Christophe Joseph Magui-Dabiré indique que les résultats seront transmis à qui de droit. Il faut retenir tout simplement que les résultats de cette évaluation sont destinés au président du Faso. Je lui rendrai compte et il lui appartiendra maintenant d'apprécier et de prendre les décisions. J'ai dit que les résultats seront présentés à qui de droit. C'est donc une rentrée gouvernementale pour un dernier trimestre 2021 aux multiples enjeux qui s'est effectuée ce mercredi à Kosiam. Laquelle rentrée devrait être une occasion pour le gouvernement de prendre de grandes décisions en vue de permettre aux Burkinabés de vivre dans une certaine sérénité à tous les niveaux, a laissé entendre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Dans le but de soutenir et accompagner la vision de l'Église nationale, la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avec à sa tête son premier responsable, s'est rendu à Malou, une localité située à environ 70 km de Ouagadougou, pour le reboisement d'un terrain acquis par le lac Ngo pendant la route de la mission. Le reportage de Xavier Ouetraogo et Antoinette Bénan. Jade Action, comme son slogan l'indique, la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avec à sa tête son premier responsable, au lendemain de sa journée, s'est rendue à Malou, une province de Kongoussi, pour le reboisement d'un terrain d'environ 100 hectares acquis par le Lango lors de la route de la mission. Avec cette forte mobilisation des jeunes venus de plusieurs localités, la Jade nationale veut accompagner l'Église nationale dans sa vision.
plusieurs plans ont été mis en terre pour faire la haie en attendant l'exécution des projets en vue. La JAD est un maillon essentiel de l'Église. Et notre rôle, c'est accompagner l'Église dans sa mission. C'est pour cela, vous voyez les jeunes ici présents. Notre vision, c'est accompagner. Dès que l'Église a des actions à mener, nous sommes toujours prêts. Nous sommes toujours prêts pour aller au charbon, pour aller à l'action, pour qu'il y ait des actions concrètes pour l'épanouissement du corps de Christ et l'ensemble du peuple burkinabé. Un terrain pour la postérité et pour l'agrandissement du royaume de Dieu, le président sous-régional de Tema Bokin salue cette vision des responsables ecclésiastiques et la mobilisation des jeunes à les accompagner. Par rapport à l'acquisition, l'initiative du Lango à acquérir un terrain de cette superficie. Vraiment, c'est une très belle initiative parce que au regard de du terrain qu'on avait acquis au 75e, aussi du 75e qui est déjà plein, il faut penser à avoir un autre terrain pour nos petits-fils et nos fils. Parce que, quoi qu'on dise, Ouagadougou se remplit et il faut de l'espace, un grand espace pour accueillir l'église qui s'agrandit au jour le jour. On est vraiment contents. Premièrement, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ça, pour la vision de nos autorités ecclésiastiques. Vraiment, c'est une très bonne vision. Nous leur disons merci, que Dieu renouvelle leurs forces afin qu'ils continuent encore dans cette lancée. Et de cette mobilisation, vraiment, on s'est mobilisé parce qu'on est fiers. Si nos autorités ont vu cette vision de prendre un terrain à cet espace-là, vraiment, ça va faire du bien pour les enfants, pour les générations à venir et pour nous aussi. Voilà pourquoi on s'est mobilisé pour les accompagner à pouvoir conserver ce terrain-là. Le président de la JAD et les premiers responsables ecclésiastiques de la localité ont une fois de plus traduit leur reconnaissance aux propriétaires terriens pour leurs gestes. Leur souhait, c'est que l'Église impacte davantage les différentes localités et le Burkina Faso. Par ailleurs, Aimé Ouya remercie la jeunesse ecclésiastique du pays pour son engagement lors de la célébration de la journée de la JAD, sans oublier ceux-là même qui leur ont donné cette opportunité pour que les jeunes puissent réfléchir sur leur devenir, sur leur salut. L'artiste chrétien Williams, connu sous le nom de Williams Zampaligré, vient de mettre sur le marché un maxi de 4 titres. L'album a été présenté au cours d'une cérémonie de dédicace à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguentambila. Le point de la cérémonie avec Odette Swangena et Gédéon Tapsoba. Il est le Dieu qui donne la vie à ceux qui l'ont perdu. C'est le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Il est le Dieu qui juge toutes les nations. C'est mon Dieu, mon roi. Lui, c'est le chanteur Williams. Il est reconnu à l'état civil sous le nom de Williams Zampaligré. Son amour pour la musique remonte à l'année de sa conversion, c'est-à-dire en 1992. Aujourd'hui, il concrétise un rêve qui est devenu une réalité. Il s'agit ni plus ni moins que de la sortie de son premier album de 4 titres, baptisé Zamen Bureau, qui traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude à Dieu, qui lui a permis de réaliser de grands exploits. Le premier titre s'intitule « Parce que tu es ». C'est une chanson de mariage où le fiancé parle à la fiancée, ou la fiancée parle, voilà, je t'ai trouvé, je ne te quitterai plus, etc. Je te fais la promesse que voilà. La deuxième chanson, ça s'intitule « Exauce-moi », qui est un appel, une demande, une requête à Dieu. Ça demande à Dieu de m'exaucer, de ne pas voir le fait que je sois pécheur, de pardonner mes iniquités et de m'exaucer, d'exaucer à mes prières. La troisième chanson, c'est Pananki, parce que en moré, ça veut dire je ne mourrai pas. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. À un certain moment, bon, c'était pas facile. Donc j'ai malgré tout composé cette chanson pendant même que j'étais couché malade. Et j'ai dit que je ne mourrai pas. Je vivrai parce que je veux louer Dieu.
Et la dernière chanson qui a été baptisée Zam Beuro, qui est en même temps le baptême pour l'album, c'est une chanson de reconnaissance envers toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour moi. Pasteurs, opérateurs économiques, artistes émérites, parents, amis et connaissances, pour ne citer que ceux-ci, tous ont marqué de leur présence pour rehausser l'image de cette cérémonie de dédicace. Ainsi, du père spirituel à ses collègues artistes en passant par le parrain, des voix se sont levées pour saluer l'œuvre qui est le fruit d'un travail de consécration et d'abnégation. Et par la grâce de Dieu, nous voyons la réalisation ce soir. Et nous bénissons l'Éternel. Et nous encourageons tous ceux qui ont des talents à s'engager à servir l'Éternel et à agir à temps pendant qu'ils sont encore jeunes, pendant qu'il fait jour. Je connais son talent et vraiment c'est quelqu'un qui œuvre bien pour le Seigneur. Toute chose qui n'a guère laissé le chantre Williams indifférent. Je suis très étonné parce que je ne pensais pas que les gens allaient venir à ce point. Le CD, nous l'avons fait à 2000 francs. Voilà, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Je vous le lance. Voilà, j'attends les remarques, j'attends les observations, mais payer, laisser les téléchargements, payer. Son appel a déjà porté fruit puisqu'à cette cérémonie de lancement, son premier CD a été acquis au prix de 120 000 francs CFA. À présent, un tour dans l'actualité hors de chez nous. Ouverture du procès historique en France. Le procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 s'est ouvert ce mercredi à Paris devant la cour d'assises spéciale. Un procès historique par sa durée et par la gravité des faits. 130 victimes. En France, c'est un procès historique qui s'est ouvert ce mercredi à Paris, le procès des attentats terroristes du 13 novembre. Dans la matinée, les accusés sont arrivés au palais de justice, sous haute sécurité, dans une salle construite spécialement pour l'occasion. 6 ans après les faits, ils sont 20 à être jugés devant la cour d'assises spéciale. Un procès hors norme, avec près de 1800 parties civiles. Pour de nombreux rescapés, l'un des enjeux, c'est d'essayer de comprendre ce qui a conduit les terroristes à passer à l'acte. Les mecs, ils ont pris les Kalachnikov, même si c'est des pieds nickelés, ils ont tué quand même 130 personnes. C'était quoi? Des jeunes? Des gens même de mon âge, je me sens jeune. On allait boire de la bière, écouter du rock'n'roll. Ceux qui étaient en terrasse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient entre amis en train de boire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Rien. Et on s'est fait arroser? Non, franchement, non, impossible de passer à autre chose. Et il faut qu'il y ait une justice. Pendant 9 mois, les regards seront tournés notamment vers cet homme, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre. Il avait réussi à fuir après les attentats avant d'être capturé en Belgique en mars 2016. Transféré en France, il est incarcéré à l'isolement total en région parisienne. Les autres accusés sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la préparation des attaques. Le soir du 13 novembre, 3 équipes de kamikazes ont semé la terreur, d'abord au Stade de France à Saint-Denis, puis sur des terrasses de restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris et enfin dans la salle de spectacle du Bataclan. Bilan, 130 morts et 350 blessés. Il s'agit des attaques djihadistes les plus sanglantes jamais commises en France. Les talibans présentent leur gouvernement provisoire 100% masculin. Les premiers noms communiqués ce mardi par les talibans sont à l'opposé de l'exécutif inclusif promis. Le ministre de l'Intérieur est recherché par la FBI pour terrorisme. On connaît la composition d'une partie du gouvernement taliban en Afghanistan et pour l'instant celui-ci ne montre pas vraiment de signe d'ouverture. Le Premier ministre est Mohammad Hassan Akound, originaire de Kandahar et ancien proche du Mollah Omar, le cofondateur des talibans, décédé en 2013. Il serait l'un des responsables de la destruction en 2001 des Bouddhas géants de Bamiyan. Au ministère de l'Intérieur, on retrouve Sirajuddin Haqqani, chef du réseau du même nom, considéré comme auteur de plusieurs attentats suicides et attaques terroristes en Afghanistan ces dernières années. Alors que ces annonces étaient faites, des manifestations anti-talibans ont eu lieu dans le pays. L'une d'elles, à Herat, a vu la mort par balle de 2 manifestants. Une autre, à Kaboul, a été dispersée par des tirs de semonces. De nombreuses femmes y ont participé.
À l'aéroport de Mazar-e Sharif, 4 avions charter attendaient toujours ce mardi de décoller pour évacuer 2000 Afghans du pays. Un officiel taliban a affirmé que toute personne afghane ou étrangère munie d'un passeport et d'un visa serait autorisée à partir. Pourtant, des témoignages ont fait état de personnes en règle qui sont bloquées par les talibans et incapables de quitter l'Afghanistan. En Russie, le ministre des Situations urgentes est décédé alors qu'il tentait de sauver une personne. Cela s'est passé au cours d'un entraînement dans l'Arctique. Les circonstances demeurent encore floues. En Russie, le décès tragique du ministre des Situations d'urgence, Evgeny Zinitchev. L'annonce en a été faite par son ministère, qui indique qu'il est mort en service en tentant de sauver un homme au cours d'un entraînement dans l'Arctique. D'après la chaîne Russia Today, Evgeny Zinitchev se trouvait au bord d'une falaise avec un vidéaste qui a glissé et est tombé dans l'eau. Le ministre aurait alors sauté et il s'est écrasé sur les rochers sans que les circonstances ne soient très claires. Le drame s'est passé à Norilsk, dans le nord de la Russie. C'est là que se déroulent des exercices de protection de la zone arctique. Le ministre était venu superviser l'entraînement aux interventions d'urgence des milliers d'hommes impliqués dans ces manœuvres. Âgé de 55 ans, Evgeny Zinitchev occupait ce poste ministériel depuis 2018. Avant cela, il avait fait l'essentiel de sa carrière au sein des différents services de sécurité russes, notamment celui chargé de la protection rapprochée de Vladimir Poutine. C'est ce qui apparaît dans sa biographie publiée par les agences russes. En présentant ses condoléances, Vladimir Poutine a d'ailleurs précisé que lui et Evgeny Zinitchev étaient liés par de nombreuses années de travail en commun. Et c'est ce qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité et très bonne suite de programme sur CVK.